mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Cette phrase est l'une des premières qui ouvre cet ouvrage, 1312 raisons d'abolir la police. Un livre qui regroupe de nombreuses contributions pour mettre en débat les stratégies de leur abolition. Un débat qui existe de manière très concrète en Amérique du Nord, notamment depuis le mouvement Black Lives Matter et la mort de George Floyd, mais qui démarre très timidement en France alors que les crimes policiers sont tout autant une réalité. On l'observe dans le quotidien, on l'observe dans les quartiers populaires, on l'observe aussi dans les mouvements sociaux et écologistes. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes ou du mouvement contre la réforme des retraites, mais c'est une réalité très ancienne et bien antérieure. Le contexte étant toujours celui d'une société capitaliste, raciste et patriarcale, pour reprendre les mots de ce livre, une société d'extrême violence où la police a une part importante de responsabilité avec des crimes qu'ils commettent, qui font sans cesse l'actualité. Il est important, notamment sur les plateaux des médias, qu'on ait la discussion, la réflexion autour de l'abolition de la police. Et pour avoir ce débat, le média reçoit sur son plateau Gwenola Ricordo. Bonjour. Bonjour. Gwenola Ricordo, vous êtes professeure de criminologie à la California State University de Chicago. Vous êtes militante abolitionniste pénale et vous êtes la coordinatrice de ce livre, 1312 raisons d'abolir la police, qui vient tout juste de sortir aux éditions Luxe. Alors, vous l'affirmez d'emblée au début de ce livre comme une position politique. Vous détestez la police. Effectivement, j'affirme que détester la police, ce n'est pas une question de goût personnel ou d'une aversion personnelle, mais il s'agit bien d'une position politique dans le sens où je défends, mais avec les abolitionnistes, que la police est notre ennemi en bleu, pour reprendre l'expression d'un abolitionniste connu qui est Christian Williams. Et dire qu'on déteste la police, c'est dire que, d'une part, que ce n'est pas une institution aimable, que ce n'est pas une institution qui peut être du côté des luttes progressistes, mais qu'il y a bien un antagonisme et que, du coup, nous assumons cet antagonisme et que nous considérons la police comme un ennemi lorsque on s'attaque à l'État, au système capitaliste, au patriarcat, au racisme. On trouve forcément sur son chemin l'État et son bras armé, c'est la police. Et à ce titre-là, lorsqu'on se place du côté des luttes progressistes, on considère la police comme son ennemi. Mais quand même, la police est censée jouer un rôle dans la société par rapport à la criminalité. Mais vous dites la police n'empêche pas la criminalité. Oui, alors il y a un chercheur états-unien, David Bailey, très célèbre pour ses travaux sur l'activité policière et ce que fait la police, qui qualifie de secret le mieux gardé du monde moderne que la police n'a aucun effet sur la criminalité. Alors c'est vrai que lorsqu'on dit de cette manière-là, la police n'a pas d'effet sur la criminalité, ou du moins ce qu'on entend aujourd'hui par la criminalité, la délinquance, ça peut sembler une formule un petit peu choquante ou brutale. Pourtant, il est largement connu et tout à chacun peut s'accorder sur le fait qu'il y a, si on veut expliquer la criminalité, la délinquance, et notamment ses augmentations ou ses diminutions, il faut aller regarder du côté de facteurs sociaux qui sont par exemple l'économie, la répartition des richesses, des événements politiques tels que les guerres, etc. C'est-à-dire que la criminalité a d'abord des causes sociales. Exactement. Et que l'activité policière a des effets extrêmement marginaux, en fait, sur le niveau de ce qu'on appelle donc la délinquance ou de la criminalité. Mais il faut aller même au-delà. En fait, quand on regarde ce que fait la police, on peut dire non seulement qu'elle prévient très mal le crime ou la délinquance, de manière générale, mais aussi en termes de résolution, en fait, comment sont résolus les délits et les crimes. On voit que l'activité de la police, très loin, en fait, de la propagande, qui est celle de la culture populaire, dans laquelle on voit des policiers qui essaient de résoudre des mystères. En fait, la réalité de l'activité policière permet assez peu de résoudre des délits et des crimes. Pourtant, c'est bien ce qu'on nous propose, en tout cas tous les discours qui légitiment l'existence de la police, nous montrent une police qui serait là pour nous protéger, sans jamais d'ailleurs nous dire qui est ce nous, qui est protégé par la police. Et donc, il y a beaucoup eu de réflexions sur ce à quoi sert la police, et on peut définitivement dire que la
police ne sert pas à créer davantage de sécurité, elle aurait même tendance à participer à des formes de brutalisation de la société. Par contre, ce qu'elle fait très bien, c'est maintenir l'ordre, l'ordre capitaliste, raciste, patriarcal. Mais plus que ça, vous dites elle peut participer à créer même des brutalités dans la société, mais on peut lire, notamment certains auteurs, écrire que plus encore, la police crée le crime. Oui, alors on peut dire évidemment cela parce que ce qu'on entend aujourd'hui par crime, délinquance, ça s'appuie en fait sur des catégories qui sont celles du droit pénal, qui déterminent ce qui doit être puni en termes de préjudice et de tort. Ces catégories sont des catégories qui sont celles du droit et on peut de manière très artificielle créer plus de crimes, plus de délits. Alors, je vais prendre un exemple très, très simple, mais si on criminalise par exemple tout ce qui est autour des produits stupéfiants, vous pouvez très bien simplement envoyer plus de policiers sur des lieux tout à fait connus de trafic, de deal, et du coup créer comme ça artificiellement des délits et des crimes. Alors, il y a beaucoup d'exemples que l'on peut donner, mais c'est en tout cas une façon de montrer comment, en fait, ces catégories de sécurité, d'insécurité et de police, c'est pas des vases communicants et plus on aurait de police, plus on aurait de sécurité. L'idéologie même de la sécurité, pour reprendre les mots de Karl Marx, comme catégorie suprême de la bourgeoisie, il y a évidemment tout un côté extrêmement artificiel parce que il y a quelques instants, je posais la question qui est protégé lorsqu'on dit la police nous protège. De la même manière, il faut poser la question de la sécurité de qui, en fait. La sécurité de qui la police assure-t-elle ? C'est-à-dire qu'il faut aussi penser la société en termes de classe sociale. Bien évidemment, de rapport de classe, mais aussi qui est la cible. En fait, quelles sont les populations ciblées par la police ? Ça, c'est quelque chose que l'on sait très largement. Les populations les plus pauvres, les populations non blanches. Mais lorsqu'on parle de qui est la cible de la police, le revers de cette question-là, c'est de dire en fait à qui elle profite. Et à qui elle profite ? Évidemment, elle profite aux populations blanches, elle profite à la bourgeoisie. D'ailleurs, vous écrivez aussi dans le livre que l'insécurité et la police sont deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire aussi que, par nature, la police est parasitaire. Oui, on peut vraiment qualifier la police d'institution parasitaire, puisque sa fonction, enfin ce qu'elle est censée faire, nous protéger, réduire le nombre de crimes et de délits, en fait, elle le fait extrêmement mal. Par contre, elle coûte cher et elle participe de formes de brutalité dans la société. Vous dites que les policiers ne nous protègent pas, mais on a quand même souvent l'idée que la police est un service public. Au contraire, vous parlez même de coût social de la police. Oui, parce que c'est important de ne pas simplement dire ce à quoi la police est censée être utile dans notre société, mais bien d'analyser son coût. Et son coût, il est, on peut dire, exorbitant, parce qu'il n'y a pas simplement ce qu'elle est censée faire et qu'elle fait finalement très mal, mais aussi toutes les multiples manières dont elle porte atteinte à la qualité de vie en société, à la manière dont on peut décrire les multiples formes de méfaits qu'on peut associer à la police. À la qualité de vie. Elle nie à la qualité de vie parce que c'est une institution qui non seulement est violente, et ça va bien au-delà de la seule question des meurtres policiers, qui sont certes une vraie question, mais c'est bien au-delà, une institution violente. Et puis c'est une institution qui maintient cet ordre inégalitaire, qui est un ordre extrêmement violent, qui est celui de l'exploitation, du patriarcat, du racisme. Mais est-ce qu'on parle là de tous les policiers ? Parce qu'il y a des policiers qui sont des enquêteurs, qui travaillent sur des sujets importants, la brigade des mineurs, etc. Est-ce qu'on est là quand même sur tous les policiers de l'institution entière, ou on parle de quelques policiers ? Alors, d'un point de vue abolitionniste, l'idée, c'est pas de dire il y a de bons et de mauvais policiers, de la même manière que nous ne disons pas il y a une bonne et une mauvaise police. En fait, ce qui fait problème, c'est cette institution à part entière. Et moi, ça m'intéresse assez peu de rentrer dans ce genre de débat. On peut très bien dire, oui, il y a un policier, il est allé chercher un chaton dans un arbre. Enfin bon, voilà, il y a de multiples exemples plus ou moins anecdotiques. Mais en fait, c'est pas à cela... Quelqu'un d'autre aurait pu aller chercher le chaton dans l'arbre. Oui, et puis le débat, à mon sens, n'est pas celui-là. Le débat est celui de la fonction de cette institution et de l'ordre social auquel on s'attaque lorsqu'on dit la police est notre ennemi.
Alors forcément, quand on voit 1312 raisons d'abolir la police, alors déjà la première question qu'on a envie de poser, c'est peut-on abolir la police? Et d'ailleurs, pourquoi 1312 raisons? On en attend que ça? Oui, alors 1312, c'est un clin d'œil à un slogan abolitionniste, mais pas que abolitionniste, qui est le slogan ACAB, All Cops are Bastards, donc tous les flics sont des bâtards. Ce ACAB peut aussi se dire 13-12, si on prend l'ordre des lettres dans l'alphabet. Alors au-delà de l'usage du terme bâtard, qui est évidemment éminemment sexiste, on peut dire que ce slogan a l'avantage de justement ne pas tomber dans cette idée qu'il y aurait de bons et de mauvais policiers, mais de bien dire que finalement c'est tous les policiers, toutes les personnes qui sont engagées dans cette institution et qui contribuent à cet ordre social totalement inégalitaire que l'on désigne comme la cible de l'abolition. Après, poser la question de est-ce possible? Alors ça amène un certain nombre de réponses, à commencer par celle-ci, c'est que pour l'essentiel, chacun et chacune d'entre nous, tous les jours, gérons des préjudices, des torts, des conflits sans faire appel à la police. Et que pour l'essentiel, ce qu'aujourd'hui on appelle la délinquance, la criminalité, n'est pas porté à la connaissance de la police ni du système pénal dans son ensemble. Et donc, plutôt que de penser que abolir la police créerait un vide, créerait une nouvelle page blanche, il faut se dire qu'en fait, il y a déjà de multiples formes de savoir, de connaissances sur des manières de ne pas faire appel à la police. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on ne fait pas appel à la police, on gère forcément bien ces préjudices, ces conflits. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce qu'on voudrait parfois nous faire entendre, d'une police qui serait ce qui tiendrait ensemble la société, c'est à l'inverse que nous avons déjà de multiples façons de faire sans la police. Mais quand même, parce que j'ai envie de développer ce sujet, parce que forcément, c'est un peu la question cruciale dans cette thématique. On se demande comment la société, elle peut se passer de la police. Par quoi on la remplacerait finalement? Parce que c'est ça ce que vous dites. Vous dites qu'on peut gérer sans la police. Donc, qui est ce qui, quoi? C'est nous, c'est collectivement, c'est comment ça se passe? On les remplace par des travailleurs sociaux, on les remplace par des institutions. Comment on gère ce vide? Alors, encore une fois, moi, je ne pense pas qu'abolir la police, c'est créer du vide. Pour un petit peu continuer sur cette idée-là, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, beaucoup de sociétés humaines ont fonctionné à la fois sans État et sans police. Et donc, n'ayons pas peur du vide. Deuxième élément de réponse à votre question, c'est que nous, abolitionnistes, sommes très vigilants à ce que la cible de l'abolitionnisme soit bien la fonction qu'occupe la police. Et il ne s'agit pas pour nous de remplacer les policiers par des travailleurs sociaux ou en gros par la sphère du médico-social. On pourrait même mettre dans cette large sphère les enseignants, enfin tout un tas d'autres types de travailleurs. Il ne s'agit pas en gros de remplacer les policiers par d'autres travailleurs. Il ne s'agit pas non plus de remplacer ce qu'on entend aujourd'hui par police par des dispositifs de contrôle et de surveillance basés sur un certain nombre de nouvelles technologies. C'est bien pourquoi je parle d'un abolitionnisme qui est foncièrement révolutionnaire et qui ne pense pas d'abolir la police dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui pourrait éventuellement remplacer des policiers par d'autres types d'emplois, mais bien de penser un changement de société. On va revenir là-dessus, mais quand même, parce qu'on voit aux États-Unis, il y a la campagne pour le définancement de la police. Il s'agit de revendiquer justement le fait que les fonds qui vont à la police aillent ailleurs, dans l'éducation, dans la santé, etc. Ça, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen d'apporter ces revendications abolitionnistes en France? Alors, la tactique du définancement de la police est effectivement une des tactiques abolitionnistes. C'est une tactique qui s'inscrit dans ce qu'on peut qualifier de guerre d'usure contre l'institution policière. C'est une stratégie que l'on retrouve également dans les mouvements pour l'abolition de la prison. Donc cette idée qu'on pourrait développer des réformes dites
non réformistes, des réformes dites abolitionnistes, pour effectivement, dans un premier temps, affaiblir ces institutions, alors que ce soit la prison ou la police. Mais quand on regarde sur le terrain des luttes et le bilan que l'on peut faire des mobilisations qu'il y a eu ces 2 dernières années pour le définancement de la police, on se rend compte que cela peut aussi susciter un certain nombre de critiques, en tout cas, voire un certain nombre de limites à ce type de tactique. Et notamment, ce que vous évoquez, le fait que, évidemment, d'un point de vue abolitionniste, il est nécessaire d'affaiblir la police. En tout cas, forcément que les luttes abolitionnistes doivent contribuer à l'affaiblissement de la police. Lorsqu'on assume cette conflictualité avec l'institution policière, c'est évident qu'il faut travailler à affaiblir la police. Par contre, on note des effets de vase communicant, des effets effectivement où il peut y avoir certes moins de policiers, mais une montée en puissance d'autres types de dispositifs de surveillance et de contrôle. Et c'est à mon sens, en tout cas la perspective politique que je défends, c'est à mon sens quelque chose auquel on doit faire attention. Mais parce qu'en France, quand on parle de la police, on est quand même plutôt incapable de rompre avec le réformisme. Je ne crois pas que ce soit une spécificité française. Il y a aussi aux États-Unis, même si il y a des mouvements abolitionnistes, évidemment un espace médiatique, un espace politique qui d'abord est réformiste. Mais c'est vrai que ce livre propose d'avoir une vision des débats, des discussions portées par les mouvements et les luttes abolitionnistes. Ce réformisme, qu'il soit aux États-Unis ou en France, il est extrêmement puissant puisque, évidemment, il consiste à nourrir l'illusion qu'une meilleure police pourrait exister, que la police serait réformable, et donc à suggérer de manière cyclique un certain nombre de réformes qui sont généralement suivies d'effets très limités, voire parfois des effets contre-productifs. Et c'est maintenant bien connu, on a des cycles médiatico-politiques avec des scandales qui éclatent, souvent autour de violences policières, parfois de meurtres policiers, et puis des propositions de réforme, et puis on finit par avoir un retour à la normale. Et c'est un cycle infini qui nous dit bien que, en fait, on ne sort pas de cette logique réformiste. On n'interroge finalement jamais, en fait, la légitimité de l'institution policière. Pour nous, abolitionnistes, c'est important de sortir en fait de ce cercle infernal où jamais la question de la légitimité de la police et de ce que fait la police dans cet ordre social foncièrement inégalitaire, quel est son rôle et de quelle manière elle contribue à le perpétuer. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de réformes non réformistes. Ça n'existe pas ? C'est une stratégie développée par certains abolitionnistes. Ça ne date pas de ces dernières années. C'est une stratégie que l'on retrouve dans les mouvements abolitionnistes depuis les années 70. Après, il faut savoir que ce n'est pas la seule stratégie que les abolitionnistes développent. Mais pour certains mouvements abolitionnistes, il y a cette idée qu'il est possible de proposer des réformes qui participent à l'affaiblissement des institutions auxquelles ils s'attaquent, que ce soit la prison ou la police, avec cette idée qu'il est nécessaire d'affaiblir l'institution si on veut penser en fait son démantèlement. Alors évidemment, ça suscite des débats, mais ça permet de distinguer certaines réformes qui sont parfois proposées dans l'espace public. Je pense par exemple aux caméras piétons, aux caméras embarquées par les policiers, qui sont souvent présentées comme des bonnes idées de réforme de la police. Et si on suit ces réflexions autour de réformes réformistes versus réformes non réformistes, voire réformes abolitionnistes, on a un certain nombre d'abolitionnistes qui vont dire très clairement que c'est typiquement un type de réforme qui contribue non pas à l'affaiblissement de la police, mais à son renforcement, alors via une augmentation évidemment des budgets de la police. Par exemple, les caméras embarquées, et cette idée que les caméras embarquées utilisées par les policiers permettraient de résoudre les violences policières. On sait non seulement que c'est faux, mais on voit aussi que ce type de mesure contribue à l'augmentation des budgets de la police et à instaurer de nouveaux standards en matière de preuves contre les violences policières. Et donc c'est un bon exemple de ce que j'appelle des fausses bonnes idées. Et donc cette idée de faire des distinctions entre réformes réformistes et réformes non réformistes, ça permet
tenté en fait aussi de créer des alliances au sein de mouvements progressistes pour au moins tracer une ligne entre des réformes qui finalement contribueraient simplement à renforcer la légitimité de l'institution policière ou au contraire des réformes qui, elles, d'une certaine façon, permettraient d'avancer vers l'abolition. Mais donc il peut y avoir, pour bien être clair, des réformes émancipatrices ? Alors pour certains abolitionnistes, oui, ça fait partie de certaines stratégies abolitionnistes. C'est pas l'unique stratégie abolitionniste. Pour certains abolitionnistes, il y a plutôt le choix de créer des espaces sans police ou des espaces qui échappent aux institutions pénales. Donc, pour dire les choses rapidement, de développer des alternatives avec cette idée qu'on pourrait, en développant des alternatives, d'une certaine manière, rendre la police obsolète, comme on pourrait rendre la prison obsolète. Tout ça fait l'objet de débats parmi les abolitionnistes. Pour ma part, je pense que les stratégies peuvent se combiner. Elles peuvent aussi être liées à des choix à un moment donné dans des contextes politiques qui ont leur spécificité et les mouvements abolitionnistes sont amenés à prendre des décisions en termes de stratégie. Mais en tout cas, si on regarde ce qui se pense, si on regarde de la manière dont les abolitionnistes luttent, on peut effectivement voir qu'il y a ces outils de réflexion et ces outils stratégiques employés. Alors, je disais en introduction qu'il y a, dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, le fait qu'on doit choisir un camp, celui des opprimés ou finalement celui de la police. C'est ce que, en gros, vous dites dans l'introduction de votre livre. Cela signifie qu'on ne peut pas aujourd'hui être un militant anticapitaliste, antifasciste, antiraciste, féministe, sans être pour l'abolition de la police. C'est quelque chose, c'est une ligne de démarcation en fait, qui est à tracer aujourd'hui dans les milieux politiques. C'est effectivement ce que j'écris en conclusion de ce livre, en appelant à défliquer les luttes progressistes. C'est de cette manière-là que je l'exprime. Je reviens notamment sur la question des rapports entre le féminisme et la police. Et à mon sens, il est important, effectivement, de tracer des lignes de démarcation et de rompre avec cette idée que la police pourrait être du côté des luttes progressistes, que la police pourrait contribuer à l'avancée de causes progressistes. Lorsque, de mon point de vue, on souhaite l'avancée de la cause des femmes, lorsque on lutte, par exemple, contre les violences à caractère sexuel, il y a, à mon sens, l'obligation de rompre avec l'idée que la police pourrait être de notre côté, qu'il faudrait lutter pour avoir un meilleur accueil dans les commissariats, qu'il faudrait que les plaintes soient davantage prises, de la même manière qu'on peut dire que la prison ne sera pas la solution au patriarcat, la police ne sera pas non plus la solution au patriarcat. Et pour moi, c'est se tromper de cible que de penser qu'il nous suffirait d'une meilleure police pour résoudre nos préjudices, pour résoudre nos conflits. Et donc, il y a effectivement pour moi une ligne de démarcation à tracer, y compris au sein des luttes qui se revendiquent du progrès social, et de rompre avec cette idée qu'il pourrait y avoir une bonne police, une police républicaine au service des plus faibles. Tout ça est une vaste supercherie. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous parlez de la police, vous parlez du patriarcat et du capitalisme, mais vous parlez aussi du fait que, par définition, la lutte contre la police est anti-impérialiste et internationaliste. C'est-à-dire que, finalement, le lien entre police et racisme, mais aussi colonialisme, en fait, il est fort. Oui, alors c'est une question qui me tient d'autant plus à cœur que, vivant aux États-Unis, dans une colonie de peuplement, j'ai tenu à ce qu'il y ait des voix des personnes autochtones qui luttent contre la colonisation, qui luttent contre l'extractivisme. Et si on prend au sérieux la question coloniale, on est amené bien naturellement à se poser la question de la police, à se poser aussi la question de la conflictualité avec la police, puisque là, la question centrale, c'est celle de l'État. Et c'est une question d'autant plus importante qu'il y a parfois cette idée que la police serait de plus en plus militarisée. On parle d'une militarisation de la police. Et c'est une critique qui est avancée dans le livre de dire qu'il faut arrêter avec ce type de critique qui fait finalement pas vraiment avancer les analyses, puisque finalement, il y a entre police et armée eu de multiples échanges au cours de l'histoire, que leurs fonctions sont similaires et que du coup, il n'y aurait pas une mauvaise
mauvaise police qui ressemblerait davantage à l'armée, mais il y a bien un ennemi qui est l'État. Alors cette idée, elle est évidemment pas nouvelle, hein. On retrouve par exemple chez les Black Panthers cette analyse que la police est une force d'occupation du ghetto noir, et du coup c'est la base aussi aux solidarités internationalistes, hein, de dire que finalement combattre la police dans son propre pays ou combattre les guerres impérialistes menées par nos pays, finalement c'est une même lutte, et c'est une évidence en fait d'un point de vue décolonial, d'un point de vue internationaliste. Mais justement par rapport à l'État, on peut se dire que si la police est finalement le bouclier de l'État, le bouclier du système capitaliste, ils ne lâcheront jamais la police sans police. L'État, le système capitaliste, il s'effondre, il se retrouve du coup exposé aux colères sociales. On peut se dire que du coup, ça va être très compliqué. Ah ben ça va être très compliqué. La révolution, c'est compliqué. Après, c'est bien pour ça que je parle d'un abolitionnisme foncièrement révolutionnaire. Pas d'abolitionnisme sans projet révolutionnaire, c'est votre phrase. C'est exactement voilà, ce qui est défendu dans la conclusion. On peut tout à fait imaginer une abolition de la police ou une abolition de la prison, d'ailleurs, qui serait faite par l'État pour un tas de raisons qui ne seraient pas des raisons progressistes. Par exemple, la montée en puissance de systèmes de surveillance et de contrôle technologique permettrait d'abolir la police. C'est bien sûr pas de cette abolition-là que l'on parle. Nous, abolitionnistes, parlons d'un projet révolutionnaire qui permettrait d'avoir une organisation sociale dans laquelle on n'a pas de police. Oui, parce que dans votre conclusion, vous dites même que pas d'abolition de la police sans abolition de la propriété privée et du système de classe qui résulte du capitalisme et du patriarcat. Donc vous connectez vraiment tous ces aspects. Oui, pour moi, on ne peut pas détacher l'abolitionnisme de ce projet révolutionnaire. Dernière chose, ce livre, il a déclenché, on a vu la fachosphère. C'est compliqué aujourd'hui, publiquement, de parler d'abolition de la police. C'est un peu un sujet invisibilisé. Alors, c'est vrai que dans l'espace francophone, en tout cas en France, on parle peu d'abolition de la police. Il y a pourtant quand même à la fois des luttes qui, parfois, sans même utiliser le terme d'abolitionnisme, à mon sens, contribue à faire avancer des idées radicales et même l'idée d'abolir la police. Il y a aussi un certain nombre de publications qui existent déjà en langue française. Je pense à un livre paru chez Divergence, Défaire la police. Je pense au livre Abolir la police, aux éditions Niette. Donc c'est pas non plus une question totalement absente. C'est vrai que jusqu'à présent, la question d'abolir la police était plutôt confinée aux marges politiques. Ça, c'est une évidence. Après, effectivement, assumer publiquement cette conflictualité, cet antagonisme, et de dire que la police est notre ennemi pour nous qui sommes du côté des luttes progressistes, forcément que ça déclenche des réactions, c'est tout à fait naturel. Bon, pour conclure, vivre libre, c'est vivre sans la police. Merci Gwenola Ricordo. Je le rappelle, vous venez de publier 1312 raisons d'abolir la police aux éditions Luxe. C'est la fin de cette interview. Et pour ceux qui nous regardent, je le rappelle aussi, ces entretiens sont également disponibles en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter ces vidéos, ça nous aide beaucoup. Bonne journée et à très vite.